Bon, ben, mesdames et messieurs, bienvenue donc à la Demo Night numéro 10. Donc je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être venus. Alors, d'abord la question rituelle, c'est est-ce que vous allez bien? Oui. Petit oui, je vous donne une deuxième chance. Est-ce que vous allez bien? Oui. C'est un peu plus dans l'esprit. Alors, le petit mot d'introduction est assez simple. Il y a quelques temps de ça, on avait un petit gars qui s'appelle Claude Castero, qui est quelque part dans cette salle, qui venait régulièrement à nos événements. Et il s'est dit, putain, ils sont quand même rigolos ces jeunes. Et puis moi, j'ai une bande de moins jeunes, j'aimerais bien qu'ils rencontrent ces jeunes-là. Et de mélanger tout ça, en fait, pour faire un événement commun. Et donc cet événement commun, c'est la Demo Night que vous allez voir ce soir. Et pour une fois, effectivement, nous l'organisons avec les apéros du management. Et pour ceux qui se posent la question de savoir exactement c'est quoi les apéros du management, c'est qui, ben, Monique Youk va venir nous expliquer tout ça. Merci Stéphane. Eh bien, les apéros du management, c'est une démarche qu'on a initiée en 2004. On était quelques-uns à ce moment-là qui étions à la DIRA, qui étions dans des entreprises, et je salue mes collègues qui ont avec moi bâti Alsace Management Initiative. Son président actuel, Michel Mal, va nous rejoindre. On a du monde du bureau là, que je salue. On avait en 2004 l'idée de créer une rencontre. C'était les apéros qu'on a organisés régulièrement tous les mois, toutes les 6 semaines, qui avait pour objectif de partager les expériences entre des grandes entreprises, des plus petites, partager ce qui allait pas, pourquoi ça marchait et pourquoi ça marchait pas. On s'est rencontrés au fil du temps, depuis maintenant une douzaine d'années, et on est très content d'être avec Alsace Digital ce soir, pour partager une Demo Night, parce que dans ces partages d'expériences, on s'est rendu compte que beaucoup de choses relevaient de l'innovation. Comment est-ce qu'on pouvait trouver des pépites? Comment est-ce qu'elles pouvaient naître au sein des entreprises? Comment est-ce qu'on suscitait l'innovation dans les entreprises? Certains ont développé des nouveaux labos de recherche, certains ont cultivé la notion de rencontre improbable, qui était souvent à l'origine d'idées nouvelles, de choses qui n'étaient pas forcément écrites. C'est ce qui nous a amené à organiser ensemble cette soirée, parce que dans les entreprises que vous réunissez chez Alsace Digital, vous êtes une flopée de jeunes créateurs, bourrés d'idées. Alors moins jeunes aussi. Voilà. Moins jeunes. Mais là, je n'apporte pas que des rides, en tout cas, c'est ce que j'essaie de me raconter tous les jours. Mais je crois qu'il y a aussi dans ces jeunes sociétés plein d'innovations et plein de talents. Plein de talents qui sont au service des entreprises, parce que toutes ces techniques sont souvent des facteurs d'efficacité, de compétitivité des entreprises. Je crois que c'est aussi une opportunité pour les membres des apéros de management de les découvrir ce soir, de découvrir une de leurs éditions des Demo Night, puisqu'on en est à la 10e, donc il y en a 9 qui se sont passées sans que les apéros étaient là. Peut-être que vous serez sensibilisés aux prochaines pour que vous rejoigniez les présentations qu'ils font régulièrement de leurs jeunes startups qui sont à la recherche d'opportunités. Ils vont les présenter tout à l'heure, que ce soit des opportunités de participation à du financement, ou que ce soit dans les relations clients-fournisseurs, que vous pouvez être les uns et les autres. Je suis très contente et je remercie Stéphane, mais aussi Yann, avec qui cette opération a été montée. Chez les Claude Castero s'est beaucoup investi dans l'organisation de cette Demo Night. Merci à Intava, merci à vous tous, et je nous souhaite à tous une bonne soirée. Le format est un peu particulier ce soir de la Demo Night, parce qu'on a décidé de faire un peu de contenu devant, pour vous expliquer un peu la démarche, etc. Alors d'habitude, c'est toujours ce slide à ce moment-là où j'explique un peu Alsace Digital, c'est quoi, comment c'est né, etc. J'essaie de le faire en condensé. Je pense que c'est l'histoire, j'ai dû la raconter 12 000 fois, donc j'ai plein de versions différentes. Si vous voulez l'entendre en détail, ça se passera sans doute au bar après, mais en fait, je me suis dit que ce soir, c'était peut-être l'occasion de revenir un peu sur pourquoi Alsace Digital existe. Parce que la réponse de la question, c'est vraiment pourquoi. Alsace Digital existe parce qu'un jour, on s'est dit que l'Alsace, c'est une superbe région
mais que des fois au niveau innovation, de notre point de vue, il ne se passait pas énormément de choses. C'est-à-dire on trouvait qu'on voyait émerger des startups fantastiques, mais on se disait, putain, en Alsace, il ne se passe pas énormément de trucs, et du coup, nous, on avait des amis qui allaient rejoindre des startups ailleurs. Et le problème, c'est qu'ils ne revenaient pas. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus d'innovation, plus de startups en Alsace? Et donc, on a créé Alsace Digital. À partir de là, en fait, on a organisé énormément d'événements. On a organisé énormément de choses différentes, que ce soit des meet-ups, des startup week-ends, des hacking industry camp, etc. Tout un tas d'événements pour faire émerger des projets. Et puis finalement, vous savez, moi j'adore cette région-là, et je vous avoue que quand j'ouvre mon journal et que je vois qu'il y a encore une boîte, genre dans la vallée de la Bruche, qui va se planter, et que ça va laisser des centaines de gens sur le carreau, moi ça me fait pas plaisir, quoi, parce que je me dis que ces types-là, ils ont aussi d'avoir du boulot, et que peut-être que si on avait traité en amont un peu sur des sujets d'innovation et tout, ils auraient peut-être pu un peu redéfinir leur marché et peut-être survivre, j'en sais rien, mais je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Alors, moi, mon rôle ce soir, ça va être de ne pas prendre trop de gants et de vous expliquer ce que moi je constate au quotidien au niveau de l'écosystème alsacien, au niveau de l'innovation, et quels sont les principaux problèmes qu'on a. Alors, j'ai une réputation de type qui ne mâche pas ses mots en principe, ce qui vaut beaucoup de gens qui m'aiment pas en fait, et qui sont pas très tristes. Et donc du coup, je vais revenir un peu sur quelques points qui seraient sans doute à élaborer, mais je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, ce que je constate moi dans l'écosystème alsacien, c'est qu'on a un manque de vision absolument incroyable au niveau de pas mal d'entreprises. C'est-à-dire, vous savez, moi souvent je discute avec des chefs d'entreprise qui travaillent pas dans le numérique, et quand je leur dis et pour le numérique vous faites quoi? Dans le meilleur des cas, le type va me répondre bah écoutez, on a Bidule, il s'occupe du numérique chez nous, il faudrait voir avec lui. Donc ça veut dire que c'est pas un axe stratégique de l'entreprise. Ou alors, ouais, récemment on a nommé un Chief Digital Officer, je pense qu'il va s'en occuper, ça va pas se passer bien non plus. Et finalement, en fait, on se rend compte que les gens, en fait, n'ont pas compris que le numérique est en train de réécrire vos vies. Et que ça touche tous les domaines. Et que pendant longtemps, par exemple, dans l'industrie, on pensait qu'on était à l'abri, vous savez, ça touchait l'industrie du disque, nous on est sains et saufs. Mais en fait, non, ça va aussi venir percuter votre business model à vous. Et ça va redéfinir la chaîne de valeur. Et ça va prendre toute la valeur ajoutée, ça va la conserver dans une boîte qui n'est pas. Et donc, souvent, ouais, je constate qu'il y a un manque de vision. L'autre chose que je constate souvent, c'est que si vous regardez tous ces téléphones, alors je vais vous dire, d'après moi, il y en a un qui est innovant, c'est celui qui est tout à gauche. Après, en fait, ils ont fait du A', c'est-à-dire ils ont fait un truc un peu plus raffiné, on rajoute une ou deux fonctionnalités, mais la vraie innovation, elle est tout à fait à gauche. Or, souvent, quand on va voir les entreprises, le mot innovation, ça ne veut plus rien dire. C'est utilisé à tellement de choses. Récemment, j'étais à l'APM et il y a un type qui m'a dit, mais t'as vu le slogan de Nissan? Innovation that excite. C'est qui les gens qui sont excités par Nissan dans cette pièce? Je sais pas pour vous, mais moi l'innovation, je pense pas tout de suite à Nissan. Hein. Je veux dire, si je devais faire une liste, je pense qu'ils arriveront derrière. Donc voilà, tout ça pour dire que souvent, en fait, dans les entreprises, ils font du A'. C'est-à-dire, ils vont dire, ah ben on va rajouter ça et ça sur notre petit projet, puis ça va être mieux. Non, des fois, il faut savoir partir d'une feuille blanche, tout casser pour tout recommencer. Le mieux, c'est quand vous croisez les gens qui vous disent que le numérique, ça ne les concerne pas. Vous savez, on est dans un business model complètement différent. Alors, je vous présente le bateau qui n'était pas concerné par les icebergs. Mais les icebergs se sont occupés de lui. Donc tout ça pour dire que ouais, c'est souvent problématique. Alors ensuite, souvent en fait, ce que je constate aussi, c'est que, alors je ne sais pas si c'est propre à l'Alsace, mais en Alsace, on aime bien rester chez soi, entre nous, et souvent on ne mélange pas. C'est-à-dire que on ne sort pas de l'entreprise pour aller dans des événements, ne serait-ce qu'envoyer deux types pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe, peut-être qu'ils vont revenir avec des idées un peu intéressantes. On ne se mélange pas avec les clients, peut-être qu'eux aussi, ils ont peut-être des idées sur ce qu'on pourrait faire. Et surtout, même dans l'entreprise, on ne se mélange pas. On a un service R&D, c'est clairement délimité, comme ça on est sûr de savoir qui a un permis d'avoir des idées, de qui on n'a pas. Quoi. Donc, et ceux qui n'ont pas de permis d'avoir des idées, merci de ne pas avoir d'idées. Hein, donc, je constate souvent qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont encore structurées comme ça et tout. Quoi. Alors, moi maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça. Et je voudrais juste donner un peu une anecdote assez marrante que j'ai trouvée un jour. C'est en 1985, ouais, l'innovation, c'est pas tout jeune, un dénommé Mitch Kapor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gars qui a créé une entreprise qui s'appelle Lotus,
qui a fait un des premiers tableurs qui s'appelait Lotus 1, 2, 3, qui a complètement changé la face de l'informatique quand ils ont inventé le tableur. Et en fait, ça faisait quelques années qu'ils disaient que Lotus n'innovait plus. Ils ne comprenaient pas pourquoi toutes les bonnes idées qu'ils avaient, la source s'était tarie, quoi. Alors il s'est décidé de faire un peu une expérience dans son entreprise, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les CV des 40 premiers employés de Lotus, dont lui, le fondateur de l'entreprise, et en fait il les a un peu, il a changé les noms et tout. Il a un peu changé aussi son expérience professionnelle, parce que tout le monde dans l'entreprise savait qu'il avait été DJ, professeur de méditation transcendantale. Je n'ai pas compris ce que c'était, mais je pense qu'on pourra m'expliquer. Et donc, il s'amusait en fait à candidater à des postes dans son entreprise avec les CV des premiers employés de la boîte. Sur les 40 CV qu'il a envoyés, combien ont été retenus? 0. Et là, il a compris que cette entreprise, qui à l'époque était très innovante et arrivait à recruter des types avec des CV un peu zarbi, elle n'arrivait plus à faire ça. Et que c'était comme ça que ça s'était arrêté. On était rentré dans le moule. Alors, vous avez tout un tas de trucs que vous pouvez faire pour essayer d'innover. Je pense que Yann va vous expliquer tout ça en détail. Mais voilà, vous avez déjà une première piste. Alors, pour tout ça, on a créé donc Strasbourg Startup. Mais si vous voulez retenir un truc sur la phase digitale, parce que vous savez, on fait tellement de choses, souvent les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. À l'époque, je disais toujours que nous sommes les pionniers de l'inévitable. C'est-à-dire qu'on est juste en avance de phase sur ce qui va vous tomber dessus. Mais si vous voulez retenir un truc ce soir, je dirais juste que on est un peu les termites dans le chalet de vos certitudes. Voilà. Et je laisse la parole à Yann. Alors, bonsoir à tous. Donc je m'appelle Yann et on va aller dans le sujet un peu plus sérieux, enfin tel qu'il a été défini avec le comité des sages. Donc Catherine, elle déteste que je la cite, donc je la cite à chaque fois, qui est comment favoriser l'innovation en tissant des liens avec l'écosystème startup. Donc je vais essayer de répondre à cette question en prenant en compte le fait qu'il y a notre public, il y a le public habituel des Démonites et il y a le public des apéros du management. Donc je vais essayer de répondre à cette question des, je vais dire des deux points de vue, quoi. Alors petit point de vocabulaire, histoire qu'on soit tous au même niveau, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est une start-up. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on fait la Démonite, hein. Vous allez voir ce que c'est des startups, des vrais qui sont dans la tranchée. Petit point de vocabulaire, la définition la plus couramment utilisée pour dire qu'est-ce que c'est une startup, c'est une organisation temporaire qui est à la recherche d'un business model répétable et scalable. Ça veut dire que c'est pas, si les gens font du consulting, c'est pas une startup. S'ils font du service, c'est pas une startup. Ensuite, on peut mettre beaucoup de choses dans une startup. Est-ce que Twitter c'est encore une start-up? Est-ce que Facebook c'est encore une start-up? Est-ce que Nouille c'est une start-up? On pourra ensuite en délibérer. Mais avant de répondre à la question du comment, j'aimerais revenir sur la question du pourquoi que Stéphane a déjà abordé. Alors, pourquoi tisser des liens? Pourquoi ça serait bien qu'il y ait un écosystème de start-up dynamique à Strasbourg? Première raison, comme l'a dit Stéphane, c'est Airbnb, Uber, Blablacar, etc. Vous connaissez tous ces noms. Ils évoquent le fait que le numérique, les startups, ça va vous toucher. Un jour ou l'autre, ça va vous toucher. Les taxis pensaient que jamais ils auraient ce problème. Accor pensait sans doute que jamais ils auraient un problème avec les startups. Ou alors peut-être qu'ils ont imaginé qu'ils auraient un jour le problème, mais ils n'ont pas su réagir. Donc ces trois startups, ce sont les plus emblématiques dans ce que certains appellent les barbares. Donc les barbares, c'est les gens sans foi ni loi qui s'en foutent de vos certitudes et qui vont attaquer en l'occurrence votre marché, en fait, qui vont attaquer votre chaîne de valeur.
parce que c'est bien ça dont il est question. À la fin, c'est les entreprises, hein, donc on parle d'argent. Pourquoi tisser des liens? Pour certains, ça va être retrouver de l'agilité. C'est-à-dire, peut-être que l'exemple de Mitch Kapor, effectivement, avec Lotus, c'est tout à fait. Cet exemple est tout à fait adéquat. Il y a eu des livres écrits sur le sujet, comme Innovator's Dilemma, qui prouvent bien qu'une entreprise qui réussit, au bout d'un moment, de manière systémique, en fait, s'installe et n'est plus aussi agile. À part peut-être Google, puisque c'est dans leur ADN de continuer à être agile et d'avoir des cellules, on va dire, d'agilité. Encore une fois, on pourra en discuter. Alors pour certaines autres personnes, tisser des liens, c'est pour transmettre. C'est une histoire qu'on a entendue plusieurs fois avec Stéphane. Des gens, des patrons, capitaines d'industrie, hein, comme on dit parfois, qui ont réussi et qui sont arrivés d'une certaine manière au bout de leur aventure entrepreneuriale et qui ont envie de passer les rênes. Donc ils peuvent passer les rênes dans des entreprises qui font, je ne sais pas, de la construction de bois, c'est très bien, mais ils pourraient aussi investir et transmettre leur savoir et leurs connaissances dans une start-up. C'est-à-dire une entreprise qui prend peut-être plus de risques, qui va chercher plus longtemps son business model, qui va dépenser aussi plus d'argent, sans être sûr d'ailleurs qu'à la fin ça va marcher, mais dont le potentiel peut être énorme. Et aujourd'hui, on a les moyens techniques et technologiques que l'impact soit mondial. Y compris en France, pas besoin qu'on ait Blablacar, parce que comme ça, on peut dire qu'on sait créer des startups dont l'envergure est mondiale. Ou Criteo, oui, tout à fait, exactement. Criteo aussi. Ou Rêve aux lettres. Ou Epopia. Alors, pourquoi en fait aussi tisser des liens avec un écosystème startup et qu'il soit vivant et dynamique, c'est que c'est un facteur d'attractivité. Je sais que pour certains pouvoirs publics, notamment les villes de Strasbourg, c'est un sujet, l'attractivité. Où j'entends régulièrement en fait des PME alsaciennes se plaindre, on va dire, je vais utiliser ce mot-là, de ne pas recruter, de ne pas trouver en fait les bons profils. Avoir un écosystème de start-up dynamique, c'est aussi avoir une certaine concentration de talents qui peuvent aller de l'écosystème start-up au monde des PME et inversement. Pour certains, ça va être outsourcer leur R&D, leur recherche et développement. Pourquoi en fait s'intéresser à tisser des liens avec des startups? Donc c'est-à-dire externaliser, c'est d'une certaine manière le risque. Et enfin, évidemment, tout ça c'est des entreprises, hein, donc c'est aussi pour contribuer à la croissance. Donc à la croissance de l'entreprise, à la croissance des startups et d'une manière générale à la croissance du pays, quoi, en fait. Ça pourrait être utile qu'on puisse continuer à payer des routes et des écoles. Donc là, j'ai balayé quelques raisons de pourquoi créer des liens, tisser des liens avec des startups, et pourquoi il faut qu'il y ait un écosystème de startups dynamique à Strasbourg. Comme le disait Stéphane, sinon, Stéphane, moi et tous ceux qui sont là dans les startups prennent leur billet pour San Francisco ou New York et ciao. Alors, on peut maintenant passer au comment, faire des choses de manière un peu plus pratique. Alors, ça peut être, il y a des choses que je vais vous dire que peuvent paraître évidentes, mais c'est bien de repasser dessus. Alors, première façon de faire, en fait, c'est la spin-off. Donc la spin-off, c'est quoi? C'est en général, vous avez au sein de vos équipes, vous, ça veut dire entreprise, ça peut être labo de recherche, etc. Vous avez au sein de vos équipes une personne, qu'on appelle parfois intrapreneur, où vous dites, ok, lui, il a l'âme d'un entrepreneur, il est taillé pour ça, il a envie de monter un projet, donc je vais lui donner des moyens financiers, des moyens de l'entreprise,
pour externaliser et pouvoir faire des recherches sans entamer, on va dire, le fonctionnement habituel de l'entreprise. Pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Donc la spin-off, c'est un cas assez particulier qui est finalement relativement rare en France, et la manière, on va dire, ou les manières, ou la progression en fait, dans la manière de tisser des liens entre des startups et des PME, c'est passer par coopérer, commander, investir, racheter, en allant, on va dire, du plus simple au plus complexe pour les entreprises. Alors coopérer, c'est ce que je vais développer le plus par la suite, parce que sans doute que commander, investir et racheter, vous savez normalement déjà tout ce que c'est. Commander, alors je vais prendre quelques exemples quand même précis qu'on a eu ces derniers temps. En fait, commander, ça veut dire, commander auprès de startups, ça veut dire donner une certaine préférence aux startups. Ça, c'est possible que si les règles de vos appels d'offres, en fait, ou les règles des appels d'offres soient adaptées. Je vous donne qu'un seul exemple. Si dans les appels d'offres, il y a des limites du genre il faut que la boîte ait fait au moins 400 000 € de chiffre d'affaires l'année précédente, bon, ben voilà, c'est compliqué de commander à une start-up. En plus de ça, comme on le dit souvent, les start-up elles ont évidemment besoin de capital, donc on va parler d'investir juste après, mais elles ont aussi besoin de références clients. Donc commander chez elles, c'est aussi les aider dans leur développement. Investir, alors il y a différentes façons d'investir en capital dans les startups, et ça dépend énormément en fait des différents stades de maturité de l'entreprise. Quand la startup est au début de sa vie, on va souvent parler de love money, elle va faire appel à des business angels. Et donc, quand vous voulez investir dans des startups en tant que business angel, d'ailleurs il y en a certains dans la salle, bonjour, c'est autant le chéquier qui est important en fait que tous les actifs immatériels que vous allez pouvoir apporter. Donc ça veut dire votre carnet d'adresse, votre réseau, vos expériences, etc. Et ça c'est extrêmement important. Donc si vous êtes un patron de PME qui a réussi, vous avez tout un tas de choses à apporter à des startups, en plus de potentiellement un chèque. J'espère que vous êtes tous venus avec votre chéquier. L'étape ultime de cette diagonale, c'est potentiellement pour une boîte de racheter une start-up. Vous avez sans doute remarqué que l'État français fait beaucoup de lobbying et fait beaucoup pour que des grands groupes français rachètent des startups. Parce que les startups, c'est aussi un marché en soi, et pour que ce marché fonctionne, il faut qu'en bout de course, à un certain moment, des boîtes, donc en l'occurrence des boîtes françaises, rachètent des startups. Sinon, elles seront rachetées sans doute, si les gens sont bons, si l'équipe est bonne, si le produit est bon, s'ils ont arrivé à déminer une partie du marché, ils vont sans doute se faire racheter par des boîtes étrangères. Mais revenons un peu sur coopérer. Alors pareil, quelques petites anecdotes. Là on voit bien les gens qui coopèrent, hein, ils ont des maillots de plusieurs couleurs, et ils sont tous en train de faire le même genre d'effort en fait, pour arriver à l'objectif qui est, là en l'occurrence, de soulever cette kimball. Si vous coopérez, si vous voulez coopérer en dictant ce que vous voulez, au final, et en payant zéro, en fait, c'est pas vraiment la coopération. Et c'est pas non plus une commande. Et en général, l'histoire se passe plutôt mal. On a des kilomètres, on a des tonnes d'exemples avec des boîtes françaises dans les télécoms ou dans le courrier, où ça s'est passé extrêmement mal. Ils ont fait tourner en bourrique des startups pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la startup meure, que la boîte en question
développent la même solution en interne, et en général ça fait un flop. Bon, heureusement, ces grandes boîtes dont je parle ont pris un peu ont repris en main ces histoires-là, en fait, et approchent le problème de manière différente. Et coopérer, c'est trouver des points de contact. Trouver des points de contact avec les startups. Alors évidemment, il y a un point de contact ce soir, on va développer. Je vais vous donner 2 exemples de points de contact possibles, avec peu de friction pour votre entreprise, et donc un coût extrêmement minime pour démarrer. Alors le premier exemple, c'est le hackathon, c'est très à la mode en ce moment. Donc le hackathon, là, vous voyez sur cette table, il y a d'autres personnes qui travaillent, qui n'ont pas l'air d'être du même univers, et ils se rencontrent le temps d'un week-end pour un hackathon. Donc hackathon, c'est la contraction de hack et marathon. Donc en général, c'est une compétition qui dure un week-end. Donc chez Alsace Digital, on organise le Hacking Health Camp, donc vous avez peut-être entendu parler, le Hacking Industry Camp. Il y a toute une étape de préparation pour essayer de faire émerger des problèmes, pour essayer de faire émerger des défis. Et lors du hackathon, qui dure un week-end, on propose ces défis, on constitue des équipes, où les équipes en général s'auto-constituent et vont essayer de relever ces défis. Donc là, le hackathon, c'est un week-end. Donc c'est 2 jours dans votre vie pour essayer de voir en fait comment tisser des liens avec des startups et comment approcher ce monde qui est un peu obscur. Et un autre exemple, c'est les meet-up. Meet-up, à un moment, c'est une conférence en fait. Ça peut être une conférence. En général, c'est plutôt des partages, une succession de partages d'expériences. Il y a des meet-up partout dans le monde. En général, ça se passe toujours de la même manière. On se donne rendez-vous à un jour fixe durant tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois. On a une succession de conférences courtes. Tout ça, c'est une excuse en fait pour boire des bières, ou de l'eau, ou ce que vous voulez, de boire des coups ensemble en fait, et de commencer à s'apprivoiser, de commencer à parler le même langage. Parce que dans le monde des startups, on a plein d'acronymes, plein de mots compliqués, plein d'anglicismes, les landing pages, les levées de fonds, les meet-up, l'hackathon, etc. Bon, j'espère que ces 2 mots, hackathon et meet-up, c'est plus clair pour vous. Et le meet-up, c'est 1 heure par mois, 2 heures par mois, 3 heures par mois, quelque chose comme ça. Et ça vous permet de venir apprivoiser ce monde-là. C'est pareil, chez Alsace Digital, on organise un certain nombre de meet-up. Ça paraît con, mais l'aspect buffet, l'aspect boire des coups, c'est extrêmement important. Quand on développe le logiciel, on a l'impression que tout ça c'est virtuel, et il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Les choses se passent, les choses qui ont plus de poids, plus d'énergie se passent en réel, si possible autour d'une bière. Bon, je ne suis pas alcoolique. Alors un meet-up, ça tombe bien. Il y en a un ce soir, donc j'espère que votre aventure avec les startups commence ici et maintenant. Merci. Alors, je passe la parole à Rémi qui va introduire la Debonite. Bonjour, bienvenue à la Debonite. Merci, au revoir. Il y a autre chose à dire que bienvenue? Il y a une slide? Ah oui, il y a une slide. Pardon, il y a une slide. Bienvenue. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. Donc, nous allons passer, normalement, de mémoire, on vous a fait un petit mix. On a 5 start-upers avec des projets nouveaux, donc qui ne sont pas encore membres de Strasbourg Startup, et également 2 projets anciens, histoire aussi de voir des projets plus aboutis ou plus avancés, pour avoir un peu l'idée du genre, un peu de la typologie de ce qu'on va trouver en Alsace, sur Strasbourg, comme startup. Donc voici nos invités de ce soir, qui vont défiler par ordre alphabétique. Comme ça, la règle est claire, ordre alphabétique.
Personne ne demande c'est quand son tour. Donc AR24, suivi de Pawaken qui est malade ce soir et qui s'excuse et qui du coup sera pour la prochaine fois. Revenez. ChargeMap, suivi de Easy Transac, Invata, Samocat, Tiwi et White Quest. Ouais. Il y a des gens là-dedans qui pitchent à longueur de temps et qui sont des killers. Et puis il y en a aussi peut-être certains pour qui c'est la première fois qu'ils montrent en public leur travail, qui ont peut-être un peu plus les chocottes que les autres. Soyez indulgents. Souvenez-vous, ça vous est arrivé déjà une fois. Donc voilà, merci de votre attention. Et donc on va commencer tout de suite, Cash, avec AR24, si AR24 est prêt, techniquement prêt, quasiment prêt. Donc, ouais. C'est le moment ou quoi? Je meuble. Bonjour, je m'appelle Rémi. Tu es sans famille? Bonjour. J'ai été payé 200 € pour mettre un switcher de l'université de Strasbourg. Alors ça c'est une pièce très rare, elle existe en 6 exemplaires. Alors je la revends pas. Ouais alors ouais. Ah oui, il y a un timer, donc ce que vous allez voir ce soir, c'est donc ça va pas être des pitchs avec des slides, des PowerPoint et du business. On va présenter une idée et faire de la démo. C'est pas de blabla, que de la démo. Et après, 5 minutes, top chrono. Donc ils ont un exercice en plus timé avec un timer qui est devant. Tous ceux qui vont passer l'ont vu. Il est là, le timer. Voilà, pardon? J'ai pas compris. On est bon. On va à AR24. Ça marche? En remplacement du courrier recommandé classique papier de la Poste. Alors, on va commencer par un chiffre, 120 millions. 120 millions, c'est le nombre d'heures perdues par an à cause du courrier recommandé papier. Donc avec AR24, on a imaginé une solution, parce que souvent, le courrier recommandé papier, ça commence par un avis de passage, parce que le facteur est passé, on n'était pas là, dans la majorité des cas. Ça se poursuit par une file d'attente interminable à la Poste. Et au final, quand on a enfin récupéré notre courrier recommandé, on a plutôt envie de faire ça. Donc avec AR24, on propose de diviser ce temps par 3, et donc je vais vous montrer comment. Donc, je suis sur le site www.ar24.fr, je m'apprête à envoyer un courrier recommandé. La première étape est de renseigner les informations de mon destinataire, donc son nom, son adresse email pour commencer, suivi de son nom et son prénom, ou sa raison sociale si c'est une société, puis son statut. Alors ça c'est une obligation légale, vous avez obligation d'indiquer le statut de votre destinataire, puisque si c'est un particulier, il faudra au préalable lui avoir demandé son accord. C'est la loi, c'est comme ça. Au niveau des types de recommandés, on propose 2 choix. Vous avez le courrier recommandé contractuel. Donc là, c'est le courrier recommandé qui est encadré par la loi française. Et vous avez également le courrier recommandé EIDAS, qui lui est encadré par une réglementation européenne. Donc vraiment, il y a une dynamique en Europe qui fait qu'on a envie d'implanter ce type d'échange dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors, on va essayer le contractuel parce que l'EIDAS, il est beaucoup plus sécurisé, il faut une carte à puce pour s'authentifier avec un certificat personnel, c'est très compliqué, on peut le faire maintenant. Donc, on renseigne son message comme dans un email. Ensuite, on peut ajouter des pièces jointes jusqu'à 250e mot, il n'y a aucune limite au niveau du type de pièces jointes, on peut envoyer des PDF, des vidéos, n'importe quoi. Alors là, ce que ça fait pendant l'envoi, nous en fait on horodates, c'est-à-dire qu'on certifie le courrier. Vraiment on dit voilà ce qui a été envoyé, à quelle heure et par qui. Ça a exactement la même valeur légale que ce que propose la Poste, sauf que si vous l'avez vu c'est beaucoup plus pratique. Là du côté expéditeur ça m'a pris 20 secondes. J'ai reçu une preuve de dépôt qui signifie que AR24 a bien récupéré le courrier, et une preuve d'envoi qui signifie que le courrier a bien été notifié, c'est-à-dire que là on est sûr que l'email est parti chez le destinataire.
Donc on a ici, dans les pièces jointes de ce courrier, de cet email, le contenu original pour moi, pour archivage, et la preuve d'envoi. Donc là, ça correspond, si vous voulez, au récépissé papier que vous fournit la poste. Avec toutes les informations, y compris les hiéroglyphes qui se trouvent sur la partie du bas. C'est le jeton de redatage, donc ça c'est une preuve que vous pouvez utiliser légalement. Maintenant, je me place du côté du destinataire qui lui a reçu un email qui lui indique qu'il a un courrier recommandé à ouvrir. Il a 15 jours pour le faire. L'email explique grosso modo tout ce qu'il doit faire, comment fonctionne le courrier recommandé électronique. Donc il a juste à cliquer sur voir mon courrier. Ici, on va lui demander une signature manuscrite qu'il va pouvoir faire à la souris, au trackpad ou sur un écran tactile s'il est sur tablette, s'il est même sur smartphone, ça marche sur tous les supports. Et à partir de là, il va avoir accès à son courrier, ses pièces jointes, il va pouvoir l'archiver lui-même ou on va d'ailleurs aussi lui envoyer un email à lui avec l'intégralité du courrier. C'est la voie qu'il exige. Je repasse du côté de l'expéditeur qui lui a reçu la preuve de réception. Donc là, c'est vraiment la preuve que le courrier a bien été remis à l'adresse email auquel il avait envoyé. Le temps que ça s'affiche. Voilà, vous avez ma magnifique signature ici. Un peu. C'est bon. Donc, niveau business model, le tarif est unique, c'est 2,49 € par envoi. C'est entre 2 et 5 fois moins cher qu'un courrier recommandé classique. Et puis on ne parle pas du gain de temps, de productivité que vous avez avec. C'est pourquoi 700 études de notaires utilisent actuellement le service. Et elles sont très satisfaites puisque notre taux de rétention est de 100%. Merci. On est désolé, je sais que vous en brûlez, vous en avez au moins une centaine, et justement comme vous en avez une centaine, on n'a pas le temps de toutes les entendre. Par contre, comme vous le savez, juste après il y aura un buffet, et c'est là le moment où vous allez pouvoir aller lui poser vos questions et le rencontrer et créer du lien. Et ça reboucle sur tout ce qu'avait dit Yann juste avant, c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, donc ce sera à chaque fois sur ce format-là, et maintenant le prochain que nous allons recevoir est un peu plus... On va dire qu'il a une longue expérience. Ah non, mais là on peut y aller avec je pense que c'est bon. Donc c'est une star locale. Il a levé des tonnes d'argent. Et on sous-entendait un applaudissement. Il a un micro, il a un écran, ça va apparaître derrière nous. Et nous allons accueillir et je vais vous parler un petit peu de ma passion qui est en fait la voiture électrique. Vous le savez peut-être, d'ici 10 jours, le salon de l'automobile de Paris va ouvrir et vous allez voir toute une flopée de voitures électriques arriver sur le marché et je suis certain que vous allez craquer pour l'une de ces voitures. Et quand vous allez acheter cette voiture, vous allez avoir envie de la recharger. Et en fait, ChargeMap, c'est une solution web et mobile qui vous permet en fait de trouver les bornes de recharge et qui va vous aider en fait à vous recharger partout. Donc pour ça c'est très simple, on a un site web et une application mobile. Je vais vous faire la démo sur le site web, mais vous pouvez retrouver les mêmes fonctionnalités sur l'application mobile. Donc la première des choses que je fais, je me connecte. Et là je vais avoir accès en fait à une carte des points de charge. Si elle charge. C'est un petit peu lent. Voilà, et je vais pouvoir retrouver en fait les bornes de recharge autour de chez moi. Je vais avoir la possibilité de faire une recherche. Alors je peux rechercher par lieu. Je peux rechercher par exemple à Mulhouse. On sait qu'il n'y en a malheureusement pas encore beaucoup là-bas. Voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller à Mulhouse en fait. Depuis Strasbourg avec ma voiture. Et du coup,
je vais faire un calcul d'itinéraire de Strasbourg à Mulhouse. Et en fait, là, le site va montrer en fait toutes les bornes de recharge sur mon itinéraire, sachant que j'ai la possibilité de filtrer avec un certain nombre de critères. Donc, je peux choisir la vitesse de recharge pour charger ma voiture. Je peux choisir le type de prise. Alors malheureusement, il y a plein de types de prises différents. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une seule et même prise. Mais voilà, en tout cas, on peut filtrer tout ça avec le site. On peut voir donc la carte avec les points de charge. Et puis on peut voir un certain nombre de statistiques qui vont aider en fait le conducteur de voiture électrique à voir notamment s'il y a du relief. Parce que le relief en fait a un impact sur l'autonomie de votre voiture et donc la distance que vous allez pouvoir parcourir. On va revenir sur la carte. On a la possibilité bien entendu de voir l'ensemble des informations sur le point de charge. Donc, on peut voir les horaires, on peut voir les types de prises, on peut voir les photos, ce qui permet de retrouver facilement la borne quand on est à proximité. On peut voir les commentaires. Et en fait, c'est là que ChargeMap en fait, prend tout son sens. ChargeMap, c'est un service communautaire. Et en fait, vous pouvez aussi participer demain quand vous serez équipé d'une voiture électrique à ChargeMap en rajoutant des photos, en rajoutant des points de charge, en laissant des commentaires. Et vous allez aider en fait la communauté des conducteurs de voitures électriques à se recharger plus facilement. Alors je vous ai mis quelques statistiques juste pour vous présenter le service. Le service aujourd'hui référence plus de 100 000 prises pour la recharge en Europe. On a près de 75 000 membres et on a aujourd'hui comme clients des constructeurs automobiles comme Nissan, Kia, Mitsubishi, BMW, on est très fiers de celui-là, et puis Toyota. Alors ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et demain ce qu'on veut proposer en fait, et on a levé de l'argent pour ça auprès de la société Capinovest, ce qu'on veut faire en fait c'est permettre à nos conducteurs de voitures électriques de payer leur recharge directement depuis notre application mobile. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut apporter des clients au réseau de recharge qui ont installé des bornes et qui peinent encore un petit peu à rentabiliser leur investissement. Voilà, donc ça c'est ChargeMap. Je vous ai présenté un petit peu le produit, je vous ai présenté un petit peu l'historique, je vous ai présenté les perspectives et on est aujourd'hui en phase de recrutement et je vous passe un message, on est à la recherche d'un développeur iOS. Donc si vous avez ça dans vos connaissances, qui n'hésitent pas à nous contacter. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et puis je compte sur vous pour bien regarder les nouveautés qui arrivent au Mondial de l'Auto et pour passer au véhicule électrique. Merci. Merci Yoann. Donc encore une fois, les questions, ce sera pour l'apéro. En attendant donc notre candidat suivant, quelques mots juste rapides sur Strasbourg Startup. Donc Yoann est un membre éminent du groupe Strasbourg Startup qui réunit en fait les start-upers de Strasbourg et environ et qui a vocation notamment à leur permettre à se connaître entre eux, à se fédérer, à échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent chaque jour. Donc ça se fait notamment au cours de dîners entre start-upers, ils vont pouvoir parler de leurs problèmes, comment on recrute, comment on vend, comment on lève des fonds, plein de choses comme ça. Et puis ensuite, ça va permettre aussi de se fédérer et donc de pouvoir rendre visible cet écosystème, ce qui va permettre de faire après plein de choses bien, comme nous racontait Stéphane et Yann, le groupe Strasbourg Startup, qui est donc tous les gens, les nouveaux qui pitchent ce soir, vont en fait candidats pour rentrer dans le groupe des startups Strasbourg Startup. Et dans les jours qui suivront, il y aura un vote entre les startups pour les faire rentrer dans le groupe. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts, donc je laisse la place à Easy Transact. Bonjour à tous, alors je suis un petit peu jaloux parce que juste avant j'avais les pros de la présentation et ça n'avait pas forcément être mon cas, on va faire ce qu'il faut. Alors, Sylvain Lamarche, je vais vous présenter Easy Transact et je vais vous présenter d'où ça vient, ce que ça fait et puis un peu ce que c'est que cette bête un peu bizarre. On est parti d'un constat, aujourd'hui 58% des clients, des utilisateurs ont déjà refusé de payer parce qu'ils ne pouvaient pas payer en carte bancaire. Alors ça m'est déjà arrivé, j'arrive dans un magasin, je ne prends pas la carte de crédit, bah, tant pis pour vous, j'ai pas de liquide, ça m'empêche d'y aller, donc je m'en vais. Et puis on a réfléchi un peu, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut trouver pour ça?
Alors on a dit, on s'est un peu creusé les méninges, avec toute l'équipe on a réfléchi, puis on a essayé de trouver une solution. Alors je vais donner l'exemple. Je suis Julie, je suis esthéticienne. Bon bien, j'en ai besoin, alors j'ai un peu partout. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une problématique, c'est qu'elle est à domicile et elle ne peut pas encaisser. Pourquoi elle ne peut pas encaisser? Parce que c'est trop cher. Ça lui coûte le TPE, elle a les abonnements, elle est engagée, elle a un appareil en plus elle a fait tomber, donc il ne marche plus. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une application sur téléphone portable que vous téléchargez sur le store. Ça lui permet d'optimiser ses encaissements, d'augmenter son chiffre d'affaires, mais bon, je parle un peu, maintenant on va passer à la démo. Alors, en espérant que ça passe. Comment ça marche tout ça? C'est quoi cette bête? Attention, instant de moment de vérité, suspense. Alors, bon, elle va voir, on va faire un exemple. Elle va payer aujourd'hui 25,09 €. Elle va demander un paiement. Donc là, je suis bien évidemment sur le téléphone de Julie. Et on va simplement scanner sa carte de crédit. Alors pour ceux qui ont déjà vu ça, ça ressemble énormément à Uber. Et comment ça marche? Vous prenez simplement le scan. Ça vous évite simplement de taper les caractères. Vous mettez votre date d'expiration et vous validez. Une fois que vous avez validé, ça interroge la banque, ça vérifie toutes les sécurités possibles. Bien évidemment, rien n'est sauvegardé sur le téléphone de Julie parce que vous allez me dire client problématique. Mais je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour corriger tout ça. Une fois qu'elle a fait ça, on demande simplement, alors vous ne voyez pas très bien, mais en gros, vous en tant que client, je vous demande votre mail ou votre numéro de téléphone, et simplement, vous recevez un mail avec directement vos accès. Je ne sais pas si ça va passer, on verra bien. On passe sur le... C'est bon? Bon, on verra. On va passer sur le PC. Et donc, elle a fait son paiement, vous avez vu la validation du paiement, vous allez me dire, bah, mais moi comment je vois ça, je suis pas sûr de la fonctionnalité. Pour ceux qui se rappellent, j'ai fait un paiement de 25,09 €. J'ai fait mon paiement, donc vous avez accès immédiatement à tous les accès en temps réel comme vous l'avez vu. Alors ça permet quoi? Ça permet à tous nos partenaires. Alors je prends toujours l'exemple de Domino's Pizza, parce que j'adore les pizzas, ça se voit un peu. En fait, ça marche comment? C'est que vous avez la maison mère qui a accès à donner de tous les franchisés. Donc elle a différentes étapes. Une fois qu'elle a ces étapes, elle peut voir l'accès directement de tous les magasins, et chaque magasin voit l'accès de ses vendeurs. Et ça permet de suivre en temps réel l'intégralité des ventes. Alors, je suis désolé, je ne suis pas sur mon ordinateur, vous n'allez pas très bien voir ce qui se passe, mais voilà en gros vos statistiques d'accès que vous allez avoir. Vous allez pouvoir voir les différentes transactions du jour, le nombre de transactions, vous allez avoir le panier moyen. Alors je vais vous donner l'exemple, on va aller sur une donnée un peu plus courte, en espérant que j'ai des transactions, voilà j'en ai une. Donc vous voyez c'est extrêmement rapide, ça permet d'avoir toutes les statistiques et d'avoir vraiment accès à toutes les données. Alors je suis toujours sur le compte du Julie. Alors vous allez me dire, bon ok, mais là je suis là, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux pouvoir récupérer de l'argent, un peu le nerf de la guerre, sur quelqu'un qui est à distance? Par exemple chez elle, elle veut faire une offre cadeau. Qu'est-ce que je fais? Je mets simplement le montant de la personne, on va toujours rester sur les 25,09 €, vous mettez l'email du client, et vous pouvez bien évidemment, alors ceux qui ne voient pas, le nom, le prénom, toutes les informations du client, et vous avez une possibilité, je ne sais pas si vous avez fait attention, faire du paiement 2 fois, faire du paiement 3 fois, avec une restriction pour pouvoir uniquement, là comme vous voyez, pas faire des encaissements en dessous de 100 €, puisque 100 € en 3 fois, 20 € en 3 fois, ça va être un peu problématique. Pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce qu'on fait des paiements 3 fois? Ben, on a comme client qu'on va signer dans les prochaines semaines, au hasard, Forwerk. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des magnifiques robots Thermomix qui valent une fortune. On parle quand même de 1 300 €. La vie est injuste, tout à fait. Ce sont les problèmes techniques. Vous vouliez encore l'écouter? Ça tombe bien. Et les autres, tant pis. Donc,
hyper rapide pour préparer, c'est ça? Non, il va tout doucement. Un petit moyen. Ouais, 43, 92, 55, 32, 67. C'est un vrai numéro de carte ou... Le code secret c'était 123. Hein. Tout le monde a retenu quand même ce qu'il y avait sur la carte bleue. Hein. Parce que je crois que c'était vrai. Et est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle carte bleue encore plus vraie? Non. Ouh. Bon, eh ben alors, c'est parti pour ces micro-aimants. Test 1, 2. Igvata. Bonsoir. Chez Igvata, on est parti, alors je suis Thomas Gressel, fondateur de Igvata, et c'est parti d'une idée très simple. C'est qu'on s'est rendu compte que dans les entreprises, les TPE, les PME, un salarié avait 50 fois moins de chances de se former que dans une grande entreprise, et que dans les deux critères qui venaient, j'ai envie de dire, mettre à mal cette possibilité de se former, il y avait le temps et il y avait l'argent. Donc on s'est dit, comment travailler les deux? Le temps, on l'a travaillé par une offre de formation, une offre de formation de proximité, et puis l'argent, en fait, c'est une plateforme d'achat en coût mutualisé. C'est-à-dire que le formateur donne un coût journée groupe qui est divisé par le nombre de participants. Et donc, plus il y a de participants, plus le prix reste. Donc ça, c'est assez simple. Alors, je vous ai emmené sur le bac à sable parce que le problème de vous emmener sur le site, c'est qu'on fait des vraies inscriptions. Donc après, je vais avoir un formateur qui va hurler quelque part dans l'Alsace, croyant avoir inscrit, et en fait, ça ne sera pas vrai. Donc, on va rester sur du fictif. Et donc, on part du principe, par exemple, que je suis intéressé par une formation sur le monitorat aquaponais, qui est une des formations les plus demandées sur notre plateforme, bien entendu. Donc, sur la formation aquaponais, on peut avoir tous les renseignements sur notre formateur, on peut voir où la formation se passe, la date, le nombre de personnes, la durée. On peut aussi avoir la documentation. Alors on est complètement transparent, c'est-à-dire que nous on est juste une plateforme, c'est le formateur qui gère son offre, donc ça sera sa propre documentation. Et puis on a les objectifs de la formation, l'intérêt, l'objectif pour le participant de faire cette formation par rapport à son travail. On a également la possibilité d'avoir une vidéo dans laquelle on a une présentation, soit un témoignage d'un participant, soit une présentation plus détaillée de la formation, soit avoir même un extrait de la formation. Et puis on peut avoir des commentaires d'autres participants, de participants précédents. Donc la formation m'intéresse. Il y a déjà 5 personnes inscrites, par contre je ne vois pas encore qui est inscrit. Donc je vais déterminer un tarif qui est forcément entre le nombre minimum et le nombre maximum de participants. Donc là on va dire que je vais prendre un prix médium. Et puis je vais m'inscrire avec ma collègue de travail et hop on y va. À ce moment-là, la plateforme, comme ça fonctionne sur le coût partagé, on maximise les possibilités de partage pour participer à sa formation. Donc, je diffuse à mon réseau sur les différents réseaux, à savoir Facebook, LinkedIn, etc. Et puis, une fois que c'est fait, je vais recevoir un mail de confirmation et mon formateur va également être informé qu'il a un nouvel inscrit à sa formation. Donc, il y a aussi une interface pour le formateur. Alors, le formateur, donc, il voit lui aussi qui est inscrit à sa formation aquaponais. Il peut bien entendu également contacter ses inscrits pour les différentes démarches, parce qu'on est dans un domaine qui est très réglementé, conventions, etc. Donc il va pouvoir leur écrire, communiquer avec eux, il va pouvoir aussi animer sa campagne de commercialisation, parce que ça c'est important. Il va pousser les personnes déjà inscrites à diffuser dans leur propre réseau. Et puis à la fin de la formation, il a une dernière opération à faire, puisque l'autre aspect de la plateforme, c'est que ça fonctionne aussi beaucoup sur l'avis des personnes ayant déjà fait des formations. Il va identifier qui était présent, et en cliquant sur le oui présent, à ce moment-là, ça envoie un mail automatique d'évaluation au participant qui lui va donner son avis. Voilà. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que le modèle économique de la plateforme est simple, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est 5%. Ce qui est très bénéfique. Voilà. J'en profite pour faire un peu de pub. Il y a beaucoup de gens ici qui sont de l'apéro du management. Vous lisez tous le magazine management.
C'est bête parce qu'il est sorti aujourd'hui et je suis en photo dedans. C'est pas ça l'important. C'est que l'article en fait parle de l'écosystème startup à Strasbourg. Donc, si jamais vous passez par la gare, vous avez le droit de le feuilleter sans l'acheter. Il y a peut-être des trucs intéressants, ça passe par le CENIA, par l'Alsace Digital, par un peu tous les différents acteurs qui sont dans le coin et qu'est-ce qui se passe un peu aussi. Alors c'est qu'une page, les villes comme Lyon ont eu droit à 2 pages, nous sommes très en colère. Mais bon. On va se battre. Exactement, et dans 2 ans il reprend la même chose et là on en aura 5. Ouais. Mais d'abord nous allons laisser Samocat. Ce soir, nous allons vous faire une démo du transport urbain le plus compact au monde. Alors, je ne veux pas faire un sondage, mais je suis persuadée que chacun d'entre vous a déjà confronté le problème du dernier kilomètre. Typiquement, il s'agit de 10 à 15 minutes de marche quand vous devez joindre votre destination finale. Et ce n'est pas une promenade de digestion, c'est plutôt un déplacement au quotidien, donc ça devient embêtant. Ce qui existe aujourd'hui comme solution, vous marchez. C'est bien pour la ligne, mais ce n'est pas trop efficace en termes de temps. Il y a aussi le vélo partagé qui existe. On adore cette solution, par contre, ça a toujours quelques limites. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça désagréable et peut-être dangereux de rouler sur les routes en vélo. Ça occupe beaucoup d'espace sur la voie publique, donc si vous voulez mailler le réseau super fin, il faut beaucoup de place. Et finalement, le coût d'installation d'un système de partage de vélo est juste immense. Pour donner une idée, le système Vélib à Paris a coûté 8 000 € par vélo, ce qui est juste incroyable. Et donc, nous, avec Samocat, on a trouvé une solution à ça. Une bonne nouvelle, c'est le premier système d'autopartage de trottinettes. Donc, pourquoi les trottinettes? Tout le monde me pose cette question. Tout simplement parce que c'est un mode de transport super safe. Vous pouvez légalement rester sur le trottoir et rouler sans casque. C'est une solution adaptée pour toute la famille. Vos enfants peuvent rouler la trottinette aussi. C'est léger et pliable, donc vous la pliez, vous la ramenez dans le métro, dans le tram, partout où vous voulez. La station, elle occupe pratiquement pas d'espace dans les villes, donc c'est jusqu'à 10 fois moins de place que la station de partage de vélo. Vous pouvez la voir, elle est juste là dans le coin, vous la voyez pratiquement pas. Et à la fin, là, elle coûte jusqu'à 10 fois moins cher, ce qui permet aussi d'aller vers les acteurs privés comme les banques, les cafés ou les hôtels. Donc, qu'est-ce que c'est le Samocat? Donc, on a 2 parties dans notre projet. C'est la partie hardware, donc c'est le locker en métal qui peut être posé par terre mais aussi fixé au mur. Là-bas, il y a le système électronique qui permet de gérer la connexion avec la trottinette. La trottinette qu'on a développée en partenariat avec Decathlon est dotée d'une chip IoT qui permet de communiquer avec le cloud. Et donc la partie informatique qui gère tout le système, qui gère la flotte de véhicules dans la ville, qui gère le paiement et tout ce qui va avec. Donc maintenant la partie la plus importante. Et pour ça, j'ai besoin de l'aide d'Arthur. Donc je vous présente Arthur. C'est un jeune ingénieur pétrolier qui travaille à la Défense. Il habite à Villejuif, à 15 minutes à pied d'une station de métro. Donc normalement, sa déplacement, ça prend à peu près 1 heure. Aujourd'hui, il sort de la maison et il voit une station de trottinette juste devant lui. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Avec un QR code, il télécharge l'application. Il enregistre le compte, donc il est plus rapide que moi. Il enregistre sa carte bancaire là-dedans. C'est à peu près le même système que chez Uber. Vous prenez la photo de carte, vous recevez le SMS de confirmation. Chez nous, le système c'est Pay as you go. Donc aujourd'hui, c'est la première fois, donc elle a choisi Rêve pour Uber. Donc elle va rouler, il descend dans le métro, il roule jusqu'à Défense, il garde la station et la déplace. Et en tout, il a économisé aujourd'hui 25 minutes sur le trajet. Je pense que demain, Arthur va reprendre sa trottinette. Donc le système peut être utilisé dans les villes, mais aussi dans les aéroports, dans les espaces publics, dans les campus universitaires et dans les campus d'entreprise. On a fait pas mal de tests, ça économise énormément de temps pour les déplacements des salariés. Et pour la jeunesse d'entreprise, on a commencé à peu près 1 an. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Deutsche Bahn, c'est la SNCF allemande. On a eu aussi des financements de la part du groupe BMW avec Mini Cooper et un fonds d'investissement en hardware. Et voilà, c'est une super nouvelle cette semaine. On a lancé notre premier pilote à Moscou. Donc là, à partir de... télécharger l'application et tester la trottinette dans quelque part à Moscou, je vous invite à le faire bien sûr. Donc maintenant on est en train de chercher le financement pour
compléter le système de e-scooter. Donc ça sera notre étape suivante. Cette station elle sera dotée des scooters électriques. On va déployer nos premiers scooters et donc si vous connaissez un investisseur qui veut se lancer dans une aventure de mobilité urbaine, on a envie de venir le voir, essayer l'application, essayer la trottinette. Et surtout, si vous avez une entreprise avec une site étendue et vous pensez que ce serait bien d'économiser 70% de temps sur le déplacement des salariés sur les sites d'entreprise, venez aussi nous voir. Merci. Non, ils sont trop rapides. Est-ce que tout à l'heure Stéphane a parlé des Startup Weekend en parlant de ce que faisait Agence Digital? Est-ce que vous savez ce qu'est un Startup Weekend exactement? Non mais toi alors. Donc imaginez, vous venez dans un amphi comme ici, il y a 120 personnes, tous ceux qui ont une idée, super réfléchie ou complètement con, passent devant. Il y en a une 42 là qui passent là, et à la fin tout le monde vote avec des petits post-it pour le projet qu'il aime bien, puis les gens se réunissent en équipe et ils passent un week-end, 54 heures à bosser en équipe dessus pour sortir ce qu'on appelle la MVP. Et ça fait le début de belles aventures. Moi j'en suis sorti et eux aussi. Bonsoir, moi c'est Lionel et voici Dimitri. Ensemble, on a cofondé Tiwi. Tiwi, c'est une start-up qui cherche à répondre à un problème. Le problème, c'est que les entreprises, les marques, ont de plus en plus de mal à communiquer avec les étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants sont méfiants devant la pub traditionnelle. Ils ont tous AdBlock sur des navigateurs, donc la pub sur Internet, c'est un peu raté. Et les flyers, bon, c'est obsolète, on les jette au bout de 2 secondes dans la rue. Donc, comment communiquer? Comment pénétrer sur le campus? Eh bien, nous, on a décidé de le faire via les étudiants. Tiwi, c'est quoi? C'est la première communauté d'étudiants rémunérés pour connecter les marques au campus via des t-shirts publicitaires assez sympas. Hein. Vous voyez le mien et celui de Dimitri qui l'a porté pour la Banque Populaire. Alors concrètement, comment ça se passe? Cette première mission, elle s'est déroulée hier. Jusqu'à maintenant, je suis Banque Populaire et donc j'ai envie de me reconnecter auprès d'un campus particulier de façon très ciblée et d'une manière un peu plus fraîche qui parle plus aux jeunes. Je me connecte sur notre plateforme annonceur. Je suis bien sûr convaincu par tous les bénéfices clients apportés par notre produit. Je contacte notre équipe commerciale et donc ensuite nous allons main dans la main définir une campagne, un design, une créa, quelque chose d'impactant, de marquant qui va avoir un maximum de call to action sur la créa. Et donc le site, comme vous le voyez maintenant, il nous a permis de tester le produit du côté des annonceurs, mais également du côté des étudiants, donc ça a véritablement suscité un intérêt. Mais on a aussi vu par ce site toutes les petites lacunes et les choses qu'il fallait optimiser. Donc je vous propose de constater aujourd'hui, de découvrir avec nous notre nouvelle plateforme qui va nous permettre de scaler, d'automatiser toute une partie du process. Donc, je suis étudiant, je me connecte sur la plateforme étudiant, je sais que je peux gagner jusqu'à 10 € en portant un t-shirt sur mon campus, je dois inscrire mon mail, mon école, ma taille, tout ça bien sûr est confirmé ensuite automatiquement par un échange de mails sur la plateforme. Je vais en plus devoir inscrire mon numéro de téléphone parce qu'on rémunère l'étudiant via son numéro de téléphone, ce qui simplifie vraiment le process. C'est comme ça que les jeunes se rémunèrent entre eux de nos jours, je viens de dire les jeunes. Et donc, quand je me connecte à la plateforme, eh bien, je vois que je m'appelle Dimitri, j'ai 25 ans, j'ai déjà 14 t-shirts qui auraient plutôt cool de gagner, correspondant à 140 € de gains cumulés. En cours, sur mon campus, il y a un événement pour Masters Booking. J'ai déjà reçu mon t-shirt par l'annonce, via une association étudiante qui me l'a distribué. Pour gagner 10 €, j'ai 2 choses à faire. La première, c'est poster sur mon mur Facebook un partage défini avec l'annonceur. Et deuxièmement, 2 photos sur place, en situation avec le t-shirt, espacées d'au moins 4 heures d'intervalle. Donc toute cette partie du processus va être automatisée en novembre via une application qui nous permettra de mettre des marqueurs temporels sur les photos afin de contrôler cette chose automatiquement. Donc je vois toujours sur ce dashboard les missions à venir sur le campus.
pour diverses marques. Donc là, je sais que je suis présent sur le campus le 15 septembre, je m'inscris, et j'ai le détail de la campagne avec les places disponibles. Il y a 7 jours pour m'inscrire, un bref descriptif de l'événement, qui est l'annonceur et quels sont les t-shirts que nous on va proposer. Donc ensuite je reçois toutes mes confirmations par SMS, etc. Et en fin de campagne, nous on propose aux annonceurs de leur faire un bilan très détaillé, un reporting avec des photos, avec des metrics, avec enfin, tout un tas de choses qui les intéressent. Donc voilà, ça c'est l'idée de Tiwi qu'on a présentée, comme l'a dit Rémi, au Startup Weekend de Mulhouse en avril dernier. On a gagné ce Startup Weekend et on a décidé de s'y consacrer tous les trois, parce qu'on est 3 fondateurs, à plein temps. Aujourd'hui, on est en septembre, on a déjà fait 3 événements sur les campus. On en a encore 5 qui sont prévus jusqu'à mi-octobre, où on aura distribué environ 5 000 € pour des étudiants de la région Grand Est, puisqu'on est présent sur 11 campus dans les villes de Strasbourg, Mulhouse, Nancy et Reims. Voilà, notre ambition et notre vision pour l'an prochain, c'est de scaler et de passer à la France entière. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui veulent réenchanter leur marque sur les campus, si vous avez besoin de communiquer avec les étudiants, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci de votre attention. Merci. Nous allons bientôt accueillir notre dernier startup. Nous sommes d'accord. Et donc, pendant cette dernière entremède, c'est la dernière fois qu'on va se voir. Vous êtes encore me parler après, mais c'est moins amusant. J'aimerais vous poser quelques petites questions, parce qu'on a entendu parler de plein de mots de vocabulaire vachement bizarres depuis tout à l'heure, et j'aimerais savoir si en fait vous les connaissez. Par exemple, si on vous parle de MVP. Ouais, combien de gens ici savent ce qu'est un MVP? Ouais, c'est pas mal, minimum viable product. Non. Avec mon accent à moi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce que c'est le lean? Ah ouais, pas mal. Est-ce que vous savez ce qu'est le growth hacking? Ouais, pas mal. Le marketing un peu plus hop-hop voilà, le marketing pas comme papa. Est-ce que vous connaissez encore, par exemple, la scalabilité? On en parle depuis tout à l'heure beaucoup. Scalable, ça vous parle vachement? Passer de 1 à 1000 vachement vite, sans que ça coûte 1000 fois plus cher. Ouais, c'est facile avec Scalingo. Et est-ce qu'on est prêt? Et bien alors en fait, c'est parti pour White Quest. Encore un anglicisme. Donc moi je suis Guillaume Ebelman. Je vais vous parler de White Quest ce soir. Nous, notre métier il est un peu spécial. On est là pour entraîner tous les personnels qui travaillent dans des environnements hostiles et très compliqués. Donc on parle là de métiers qui peuvent être vraiment très différents, il y en a vraiment beaucoup. Voici quelques exemples. Et ce qu'on fait, c'est qu'on développe en fait des solutions technologiques et surtout pédagogiques pour pouvoir entraîner ces personnels à mieux maîtriser les risques qu'ils doivent gérer au quotidien. Donc on a commencé à travailler par le secteur de l'industrie pharmaceutique, et plus particulièrement de la salle blanche. On nous a mis quelques illustrations, voilà. C'est quand même un milieu qui est très particulier, c'est très compliqué de travailler dans ces environnements-là. Il y a aussi un risque pour le patient qui est très important, puisque la moindre erreur humaine peut avoir des conséquences considérables. Et puis accessoirement, les erreurs qui peuvent être faites par les personnels, parce que ces conditions sont compliquées, engendrent des milliards d'euros chaque année de pertes pour les industriels. Alors on s'est dit que c'était intéressant d'y travailler, et donc on a conçu un logiciel de formation pour le travail en salle blanche, et donc qui prend la forme d'un logiciel de simulation virtuelle. Voici à quoi ça ressemble. Je fais une vidéo pour être sûr de ne pas avoir de problème de technique de connexion. Donc en fait, on va immerger les utilisateurs dans des environnements de production, un peu comme celui-là, c'est un exemple, dans lequel on va lui demander d'accomplir un certain nombre de missions qui sont en rapport avec ce qu'il fait tous les jours. Donc là, par exemple, de s'habiller. Donc l'intérêt, c'est qu'il est extrêmement libre de faire tout ce qu'il veut. Ça va s'arrêter là, il y a des versions aussi, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il va devoir reproduire, réfléchir à tout ce qu'il fait au quotidien et pouvoir l'adapter. Derrière, toutes ces actions sont analysées et donc sa performance est mesurée en temps réel. Pour l'aider, il y a un certain nombre de contenus pédagogiques qui vont être préparés, dont il va pouvoir disposer.
pour pouvoir bien comprendre en fait tout ce qui se passe derrière, et gérer les risques et pouvoir les mettre en pratique tout de suite derrière. Donc le principe c'est vraiment ça, c'est leur donner une opportunité de comprendre aussi les environnements dans lesquels ils travaillent, qui sont très particuliers. Pourquoi il y a un marquage au sol, pourquoi quand je l'ai passé je ne dois pas revenir en arrière, parce qu'il y a un système de flux aérolique à l'intérieur de ces environnements qui est parfois très compliqué à comprendre pour du personnel, de techniciens de production qui n'a pas forcément de culture dans ces métiers-là. Pareil, pourquoi est-ce que maintenant il faut s'habiller en respectant une règle du haut vers le bas? C'est des procédures qui peuvent paraître compliquées, qui peuvent paraître inutiles, alors qu'en fait, elles sont toujours là pour limiter le risque de contamination du produit, parce que le produit dans l'industrie pharmaceutique, c'est vous qui allez l'utiliser derrière. On est dans du médicament. Donc on va proposer voilà, toutes sortes de choses. Là on était sur les premières phases d'habillement, on va faire un saut dans le temps et on arrive après dans les zones de production. Donc là encore on va travailler sur beaucoup de choses, comment on alimente les machines, comment on fait des contrôles d'environnement, voir si ce n'est pas contaminé, on va trier les déchets, on va documenter son travail, voilà. Tous les sujets qui font partie de leur quotidien, en fin de compte, on va leur proposer plein de mises en situation, on va leur donner l'opportunité de se tromper, de consulter des contenus pédagogiques très très simples en termes de scientifiques, c'est vraiment très vulgarisé pour qu'ils puissent comprendre quelle que soit leur formation initiale et leur parcours professionnel. Et ce genre d'opportunité de s'entraîner à même à se tromper, d'en mesurer les conséquences derrière, c'est quelque chose qui est impossible à faire dans la vraie vie. Je parlais d'environnement hostile, là dans un environnement comme ça, on ne peut même pas imaginer de rentrer 3 personnes dans la pièce s'il est prévu qu'elle ne doit contenir que 2 personnes. Donc l'idée aussi c'est toujours de gérer ce risque industriel derrière. Donc à ce jour, le produit est commercialisé, la version pharmaceutique est commercialisée depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début 2016, il y a plus de 1500 techniciens de production qui l'ont déjà utilisé. On est déjà dans 4 pays. Et donc on avait commandé à l'Université de Strasbourg à un groupe de chercheurs de mesurer l'efficacité de ce produit, de ce type d'approche pédagogique par rapport aux approches traditionnelles. Et l'étude a montré que les personnels formés avec un outil comme un autre commettaient 3,5 fois moins d'erreurs que les autres sur le poste de travail. Pas dans le logiciel, sur le poste de travail. Ça veut dire, dans le langage pharmaceutique, 71% de déviation et de non-conformité en moins. C'est quelque chose de considérable en termes de coût. Donc aujourd'hui, on a commencé par la pharma, on est en train de démarrer une diversification vers d'autres secteurs de l'hyperpropreté, notamment l'hôpital. Et on a aussi démarré une collaboration avec un équipementier, donc c'est pour ça que là c'est intéressant l'aspect apéro de management, une collaboration parce qu'en fait ils souhaitaient renouveler et améliorer les formations de leurs clients à leurs produits. Et donc l'idée avec eux, c'est de démarrer un projet en réalité virtuelle et d'aller probablement jusqu'à guider les gestes sur des opérations de maintenance par des systèmes de réalité augmentée. Donc ça, c'est s'il y a des personnes dans la salle qui sont équipementiers industriels et qui souhaitent partir dans ce genre de direction, je serais ravi d'en discuter avec eux. Je vois le timer est terminé, ça tombe bien. Simplement, on est en pleine phase de développement, donc un petit peu comme les camarades d'avant. Aujourd'hui, on est à la recherche de toutes sortes de profils commerciaux et techniques. Finalement, je reviens faire la transition. Est-ce que je vous ai dit que je m'appelais Rémi? Donc moi c'est Rémi et je fais rêver les enfants. Non c'est... La start-up. La start-up. Mais là, c'est le drame. Je crois qu'on vient de perdre le... Ou alors les extraterrestres de communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez tous lever les mains en l'air? Ça pourrait faire antenne. Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes débranché, de rebrancher, tout le monde sait ça. En informatique, on tourne off. Et c'est gagné. C'est une blague de geek. Okay. Tout le monde ne regardera pas éthico. Ouais, vas-y. On s'en fout des supports. Donc, on a vu aujourd'hui 8 projets se présenter, 5
5 qui ne font pas encore partie du groupe Strasbourg Startup et 3 qui en font déjà partie. Aujourd'hui, donc c'est la 10e Demo Night, donc il y a à peu près 4-5 projets qui se présentent en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui dans notre groupe 34 startups en activité, ce qui doit faire une cinquantaine d'associés fondateurs. Ça marche toujours pas, c'est pas grave. Non mais c'est techno. Donc aujourd'hui, vous avez vu, on a essayé de vous concocter, bon les nouveaux on choisit pas vraiment, hein, mais on vous a concocté un panel, vous pouvez voir à peu près ce que c'est une start-up, vous pouvez voir qu'il y a des jeunes, des vieux, des milieux, il y a des filles, il y a des garçons, il y en a qui sont 3, il y en a qui sont 5, il y en a qui sont 1 ou 2, il y en a qui sont encore vraiment en start-up au mode ébullition à chercher encore leur business model. Certains autres ont déjà levé, ils commencent à trouver des pistes pour scaler, on n'arrête pas d'en parler. Il y en a dans notre groupe qui ont 40 salariés, levé 1 500 000. Il y en a qui sont plus dans le groupe parce que leur boîte a craché. C'est triste, mais c'est un écosystème, hein, c'est comme ça. Oui, non, j'allais venir. Ou il y en a qui ont vendu. Enfin, peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a des boîtes, des startups à Strasbourg qui sont vendues 10 millions de dollars. Quoi. Donc en dollars, ça veut dire qu'ils sont partis aux États-Unis, hein, malheureusement. Ils n'ont pas, pour l'instant, ils ne reviennent pas. Quoi. Les Tesla roulent bien là-bas, bon, c'est un peu dommage. Quoi. Donc, le reste de la soirée, et surtout, ne partez pas, vous avez sans doute plein de questions à poser à tous nos start-upers qui étaient là ce soir. Donc là, la partie la plus importante, hein, c'est ce que j'ai expliqué avant, c'est boire des coups et manger au buffet. Pour ceux qui, n'oubliez pas votre chéquier, pour ceux qui en ont besoin, j'ai un stylo ici, hein, au cas où vous avez besoin. Plus de zéro, mieux c'est. La plupart des startups ont besoin d'argent, de capital, donc n'oubliez pas ça. Elles ont besoin de plein d'autres choses, d'amour, etc. Mais capital. Merci, bonne soirée.